ancien résistant en Italie aussi, cousin de Marseille, oui. Donnez nous dire deux mots sur le rôle des Italiens sur Marseille. Bien. On me connaît, je travaillais à la CGT, je travaillais à le bureau INCA, le bureau qui aide les émigrés italiens. Au-delà, je me sens un peu marseillais, parce que en 1930, j'étais procréé à Marseille d'un anarchiste italien. Je voudrais compter un témoignage. Je répète un peu toutes les histoires du capitalisme des Américains et tout. Mais avant tout, est une occasion que je de remercier le peuple français, la CGT et le Parti communiste qui ont aidé les antifascistes italiens quand il est monté le fascisme en Italie. Beaucoup des Italiens de l'économie, mais surtout politique, ils ont été réfugiés dans la France. Ils ont appris aussi qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. L'immigration italienne, il a vu des confrontations terribles parce qu'il s'est porté derrière les contradictions italiennes, communistes, socialistes et démocristiennes. Et là, après, on a trouvé les moyens pour l'unité de l'antifascisme italien, parce qu'on a donné une grosse contribution à la résistance italienne. Mais surtout, on a donné aussi une grande contribution à la résistance française. J'ai deux exemples. La première bombe a mis à Saint-Charles, sur l'hôtel où le SS, il avait un bordel. C'est le camarade italien Ilio Barontini qui l'a mis la bombe. Quand Lemoui il a dit, ça a fait sauter la bombe, il dit, la bombe dans le bordel. Moi, je suis venu ici pas pour tuer les femmes françaises. Je me débrouille moi. Il a trouvé le système et il era à la queue des SS qui entraient dans le bordel. Il a jeté la bombe là et des morts il était beaucoup. Ça, c'est un petit exemple. Mais aussi, dans la bande, dans l'équipe de Manuzon, nous, on a vu un jeune Italien qui s'appelle Fontano, qui était le gars qui l'a tiré à le général de l'SS à Paris. Et après, on a un autre héros, Del Vicario, Alfonso Del Vicario, qui était décoré dans la médaille française à la Bruise. Il a guidé et il a porté à la... Mais après, il y a beaucoup d'autres choses. Le problème, c'est aujourd'hui, l'exemple qu'on a, et c'est la liberté dans l'Europe et tout le monde, aussi les fascistes, ils peuvent parler, c'est parce que les antifascistes et la résistance, ils ont acquis la paix dans ce pays. Et la liberté s'était donnée dans l'antifascisme européen. Mais maintenant, c'est une vague de fascisme dans toute l'Europe. C'est ça le problème qu'on s'en a posé. Comment empêcher les fascistes en Europe de retourner? C'est besoin que nous, on fait notre critique. C'est besoin de la faire et de modifier notre langage. Parce que nous, on a besoin de parler à la nouvelle génération. Et notre langage, c'est un langage vieux. Si vous regardez les manifs, vous prenez les tracts de la gauche, il va une semaine pour le lire. C'est besoin d'être plus vite dans la communication avec les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont besoin, nous avons besoin d'éduquer et d'expliquer qu'est-ce que c'était le fascisme. Moi, je l'ai vécu. Je suis un fils d'un anarchiste. Et j'ai vécu
la période fasciste en Italie. C'est une chose très dangereuse, c'est besoin de le dire, mais avec un langage nouveau, parce que chez nous, on n'arrive pas à bâtir l'unité en Europe des antifascismes, c'est le fascisme qui gagnera. C'est ça notre engagement. Nous, on est moi je suis vieux, quelques années plus jeune de camarades, mais c'est ça. L'expérience que nous on a, c'est besoin, avec notre critique, qu'on arrive à la transmettre à les jeunes. Seulement avec les jeunes, on bat le fascisme. Merci. Il est quand même un peu difficile de reprendre la parole après les témoignages et les interventions qui viennent d'être faites. Alors, je dirais que lorsque Jacques m'a sollicité pour intervenir ici, d'abord il l'a fait très tardivement, il a fait 10 jours, en plus. Donc c'est posé le problème à la fois des thèmes à aborder et de la période. Parce que bon, c'est vaste, hein, notre problématique. Et on a choisi ensemble de traiter, si vous voulez, du Marseille des années 34-36. Alors, je vais le faire d'une manière lapidaire, hein, parce qu'autrement on sera encore là le matin, et d'autant plus que vous avez prévu aussi les témoignages qui vont renforcer, je dirais, cette mémoire, qui vont renforcer, je dirais, notre approche historique. Alors, le chose de la période 34-36, elle n'est pas originale. Hein. Bon, je dirais qu'elle est banale, elle n'est pas surprenante. Bon, au niveau international, ça a été dit, c'est bien sûr l'arrivée des régimes fascistes au pouvoir. Et ça, c'est fondamental pour comprendre ce qui va se passer. 1922, l'Italie mussolinienne, avec les Squarditti. 1933, Hitler avec ses chemises à bombe. Et la France des années 30 n'est pas, si vous voulez, exempte de ce mouvement. Hein. Je crois que les années 30 en France sont marquées par une affirmation de plus en plus forte des mouvements de droite, de la droite ultra, nationaliste, xénophobe. Et cette droite, elle n'hésite pas, si vous voulez, à côtoyer, voire à s'allier avec des mouvements ou des groupements se réclamant ouvertement du fascisme. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que dans la période actuelle, il nous faut réfléchir entre le fascisme et le populisme, qu'est-ce que cela recouvre, peu importe. Alors, Marseille, si vous voulez, n'échappe pas à ce mouvement. Si on prend par exemple ce qui se passe, la droite ultra-radicale, qui est structurée autour des grandes familles du négoce et de l'armement, et en particulier autour de la famille Fraissinet, avec Jean Fraissinet, à la tête des Croix de Feu. Eh bien, Fraissinet n'hésite pas à s'allier avec Simon Sabial pour fonder un journal qui est Marseille Matin. Alors, Sabiani, vous connaissez, hein, mais je crois que je rappelais quand même, à l'origine, il est membre de la SFIO, il a milité pour l'adhésion à l'Internationale communiste, il a adhéré à la SFIC, il en est exclu le 18 mars 1923, et il va fonder ce qu'il appelle la Fédération communiste autonome du Parti communiste, puis le Parti socialiste communiste. Et il va s'appuyer sur les phalanges prolétariennes, ce qu'il appelle les phalanges prolétariennes, c'est des groupes qui se proposent de rayer du champ de Marseille la Fédération communiste officielle. Et ces groupes vont bien sûr être dirigés par les deux truands notoires du milieu marseillais, vous le savez, Ventura Descarbone et François Spirito. Et ces milices ont un impact important, à la fois dans les quartiers ouvriers, où ils vont faire régner, si vous voulez, un climat de terreur, mais surtout dans certaines entreprises. Parce que, bon, j'ai essayé de le démontrer, c'est dans les entreprises que tout va se jouer. Et en particulier, si vous voulez, l'ancrage des sabianistes va être très très fort au niveau du port de Marseille. Et tout cela a des répercussions. Hein. C'est-à-dire, le sabianisme va affaiblir les structures, si vous voulez, les plus radicales, opposées au régime en place,
à savoir la SFIC, bon, je parlais de la SFIC, c'est l'ancêtre du PC, hein, c'est la Fédération de l'Internationale communiste, pardon, et la CGTU. Car je pense que durant cette période, il est quand même très difficile de dissocier CGT, CGTU, SFIC, communiste, Parti communiste et, je dirais, la CGTU. Et c'est peut-être cela qui fait la force. Bon, je ne le dirai pas comme ça, là, je prends un raccourci, hein, mais qui fait la force du mouvement. Là-dessus, ça pose des sacrés problèmes. Hein. Bon. Parce que, bon, quel est l'état des lieux? La CGTU est minoritaire à partir de 22, et ils n'ont même pas eu assez d'argent en 23 pour employer un permanent. Ils n'ont même plus de permanent en 23. Et la SFIC, elle est réduite, si vous voulez, à une faute de chagrin. Début 34, moins de 1000 adhérents sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône. À Marseille, Biou, j'en parlerai, réunit, si vous voulez, les communistes marseillais, ils sont à peu près 83, 84, ils ont allé 90 hein, pour faire un bon poids. Or, c'est ça qui est bien, à mon sens, excusez-moi l'expression, que ça m'égare, à partir de cette date, et de cette date à juin 36, Marseille et sa région vont connaître une série de bouleversements dont les conséquences sont palpables jusqu'aux années 1980. Alors, quels sont ces bouleversements que je vais décliner, si vous voulez, très vite? Par exemple, la manifestation du 12 février 1934, c'est-à-dire en réponse à la journée du 6 février parisienne. Eh bien, cette manifestation est à Marseille, dès le départ, unitaire. Il n'y a pas l'histoire des deux cortèges, vous savez, qui se rejoignent. Dès le départ, c'est l'unité. On retrouve ensemble les deux CGT et aussi la SFIO et la SFIC. Au niveau politique, c'est en juin 1934 qu'est signé le pacte départemental d'unité d'action entre la SFIO et le PCF. Une signature qui intervient quand même un mois avant la signature du pacte à l'échelon national. Et au niveau syndical, la réunification des deux CGT est scellée les 4 et 5 janvier 1936, 2 mois avant le congrès de réunification au niveau national. Donc, si vous voulez, il y a bien un mouvement là qui s'est passé. Et puis, je ne vais pas insister sur les résultats des élections, parce que ça, c'est intéressant. En 1934, Christoffel est élu conseiller d'arrondissement à la Beltenay. Et il bat un sabianiste, Louis Ferrer. Et il le bat parce qu'il y a eu là un désistement du candidat socialiste, Jean Duchemin. Hein? Parce que, bon, c'est bien beau d'être fort, mais encore faut-il réunir, rassembler. Et en 1935, à Marseille, c'est quand même la victoire de la liste SFIO, qui est conduite par Tasson, hein, et qui l'emporte au deuxième tour sur la liste Sabiani, Rigaud et Eugène Pierre. Et Sabiani perd ici toutes ses responsabilités municipales. Et si je prends en 1936, c'est le Parti communiste qui apparaît comme le grand vainqueur du nouvel ordre électoral. Il obtient ici 3 circonscriptions, une en Arles, avec l'élection d'André Mouton qui bat le maire Quenin, et 2 à Marseille, avec bien sûr les victoires de Jean Christoffel et surtout la victoire de François Biou qui bat Sabiani sur ses propres terres. Alors, comment expliquer tout cela? C'est quand même assez extraordinaire. En l'espace de quoi? 2 ans, même pas. Alors, je vais donner quelques pistes, hein, je vous dis tout de suite. Au premier plan, je mettrai sur les changements qui traversent les structures politiques. Et en particulier la SFIO, qui change un peu, j'expliquerai comment, et surtout la SFIC et la CGTU, qui restent les moteurs de l'ensemble. Alors, au niveau de la SFIO, c'est l'émergence de ce qu'on va appeler les néo-socialistes. Enfin, on appellerait ça maintenant, je ne sais pas, les socialistes de gauche, ou je ne sais pas comment on dirait, c'est-à-dire des gens qui ont refusé l'adhésion à l'internationale communiste, mais qui ne sont pas hostiles à un rapprochement électoral avec le nouveau Parti communiste. Et parmi, si vous voulez, ces militants, j'ai cité tout à l'heure Jean Duchemin,
qui va jouer un rôle important, et c'est grâce à lui, à son désistement, en 1934, que, par exemple, Jean Christoffel va être élu le premier communiste à Marseille depuis 1922. Et je rappelle que Christoffel sera quand même maire de Marseille à la Libération. Et si on prend, si vous voulez, la SFIC et la CGTU, je crois que les changements se font parce qu'arrivent à Marseille de nouveaux dirigeants qui ne sont pas marseillais. Ils viennent de l'extérieur. Et qui ont trouvé rapidement leur place, qui ont su, si vous voulez, s'appuyer sur des militants chevronnés, parce que quand même, il y a des militants très, très chevronnés, et qui vont débusquer de nouvelles personnalités pour mettre en place une nouvelle politique qui est initiée, cette fois-ci, à l'échelon, si vous voulez, national. Et pour prendre en compte les nouvelles réalités économiques et politiques issues de la crise des années 30, je n'insiste pas, ça a été décliné ce matin. Alors, ces deux personnalités, c'est Billaud, bien sûr, pour le SIC, et c'est Nedelec, pour la CGTU. Charles Nedelec. Et ils vont unir leurs efforts pour intervenir auprès des militants les plus marqués par l'anarcho-syndicalisme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Marseille, l'anarcho-syndicalisme, du fait aussi, j'ai parlé tout à l'heure des Italiens, etc., qui sont fortement implantés, qui sont nombreux, l'anarcho-syndicalisme est ambiant, il est prenant. Et il va essayer de maintenir une présence des militants partout dans les entreprises, au niveau politique, et ils vont apparaître comme des figures marquantes du communisme régional. Alors si je prends Billaud, bon là je vais vite parce que c'est connu ça, il va s'obstiner à mettre en œuvre la nouvelle politique de la SIC, du PC, qui est initiée à la conférence nationale des 23 et 24 juin 1934. Et cette nouvelle politique, elle est importante, c'est vraiment une rupture. C'est-à-dire, elle vise, je dirais, à rompre avec l'amalgame qu'on avait entretenu longtemps entre fascisme et social-démocratie. Les socialistes, ce sont des fascistes pour eux. Elle vise aussi à abandonner le léninisme national, l'antimilitarisme originel, et elle vise surtout à se réapproprier l'histoire politique et syndicale de la France. Le jacobinisme, le blanquisme et le patriotisme. Dans une période, si vous voulez, où la montée du fascisme fait que, quelque part, l'action patriote est importante. Et Billaud comprend très vite que la SFIC ne peut pas progresser sans abattre, excusez-moi l'expression, le sabianisme. Parce que pendant très longtemps, je dirais que l'attitude des militants communistes par rapport aux sabianistes était ambiguë. Au nom de la bolchevisation, au nom de la lutte contre les socialistes, on n'a pas hésité, par exemple, en 1928, à faire élire Sagani comme député, parce que, bon, on n'a pas voulu, si vous voulez, apporter ses voix à Cavanelli, etc. Donc, si vous voulez, la lutte contre le sabianisme va prendre forme lors de la campagne, qui est bien connue, pour un Marseille propre, qui vise à dénoncer tous ceux qui ont une entreprise mafieuse sur la vie politique et économique de la ville. Et cette campagne est devenue très vite un des hauts faits mythiques de la mémoire collective communiste. Parce que je pense que si, au niveau de la mémoire, il n'y a pas une saga, si vous voulez, qui se met en place, bon, qui est quelquefois très éloignée, mais ça ne gêne pas du tout, de la réalité historique, je crois que ça ne peut pas marcher. Et plus tard, il y aura, vous savez, le fameux épisode plus tardif de la place Marceau. Bon, tout le monde connaît, au moins les gens ici connaissent bien. Et à l'initiative, si vous voulez, de... Pardon ? Ah, ça passe bon, c'est très simple, place Marceau, c'est un meeting, vous savez, à l'époque, lorsqu'on faisait des meetings politiques, on avait le droit d'avoir des contradicteurs. Voilà. C'est-à-dire, le candidat adverse pouvait, si vous voulez, autoriser à prendre la parole.
Donc Billaud y va pour contrer Fabiani. Bon, il va avec quelques camarades, bon, qui étaient un peu dans les poches, étaient quelque peu présents. Hein, et bon, il arrive plus ou moins à parler, etc. Il est quand même extradé, je vous dirais maintenant, et vous pouvez fuir. Mais c'est resté dans les mémoires communistes, si vous voulez, extrêmement important, que Billaud, lorsque moi j'avais travaillé un peu avec lui à propos des réquisitions, il disait, mais écoutez, chaque fois que je vois un communiste ici, il me parle de la place Marceau. Mais si je les écoutais, on était 3 000, 4 000, 5 000. Et en fait, ils étaient 80, à peu près. Bon, peu importe. Vous voyez là, comment est-ce que cette mémoire collective s'enrichit quelquefois des sagas. Et à son initiative, si vous voulez, va se former le 7 novembre 1935, vous me retirez si je suis trop long, un comité de Marseille du Front Populaire, présidé par Duchemin, et on va retrouver tout le monde là. Chauffard de l'UDCGT, Nédélec de l'UDCGTU, Christoffel du comité Asselin-Pléguet, Depaillet du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, de Tramoni de la SFIO et Billaud du PCF. Et en fait, sont réunis dès 1935, je dirais, toutes les composantes de ce qui va être sur les forces du Front Populaire. Et Nédélec, pareil, lui aussi, il vient à Marseille pour réorganiser la CGT agonissante, et il va multiplier ses encouragements au niveau des sections syndicales d'entreprise pour qu'elles multiplient les actions les plus dures pour s'opposer aux conséquences néfastes de la crise économique. Et donc on a une succession de grèves très minoritaires, très minoritaires, dans lesquelles, si vous voulez, les militants sont très rudement réprimés. Bon, vous savez qu'à l'époque, dans certaines entreprises, faites grève, le lendemain matin, vous prenez votre caisse, comme on dit, au chaud de sac, et vous êtes licencié. Or, ces luttes successives, si vous voulez, vont permettre aux syndicalistes d'apparaître comme les meilleurs défenseurs des intérêts des salariés. Et progressivement, leur action va faire en sorte que les adhérents de la CGT, de ce qu'on appelle la vieille CGT, la vieille maison, eh bien, vont progressivement venir côtoyer ce qu'on appelle les mousquetaires à l'époque. Vous savez, on s'envoie des injures, et au-delà des injures, plus facilement des coups de poing ou autre chose. Et ça va favoriser, si vous voulez, les réunifications des sections syndicales, et ça dès 1934, dans les entreprises. Par exemple, alors je vais en décliner, les cheminots d'Aix-en-Provence vont se réunir en syndicat uni. En 1934, en novembre. Les Marseillais aussi. Après, c'est les taxis, les dockers de Port-Saint-Louis, les cheminots de Camargue, les raffineries de sucre, etc. Donc, dès la fin 1934, si vous voulez, il y a un tournant politico-syndical qui se passe ici, et tout cela par des actions dans les entreprises. Et on a, à partir des années fin 1934, début 1935, une série d'actions qui vont favoriser, si vous voulez, les grandes grèves de 1936. C'est pas venu comme ça, je crois que c'est comme 68, on dit 68, les grèves sont venues, si on regarde l'année 67, c'est très compliqué, hein, il y a des conflits importants. Alors, je vais en citer, si vous voulez, trois. La chimie, en 1935, où là, à l'appel de la CGTU, tous les gens des ouvriers du caoutchouc industriel se mettent en grève. Une grève très dure, 8 semaines, sans avec l'unité des personnels. Et, in fine, ben, ils obtiennent quand même des satisfactions, puisque les bas salaires sont augmentés de 5%. Alors c'est vrai que ça nous paraît assez différent, une augmentation de 5%, mais c'est énorme à l'époque, puis même maintenant c'est 5%. Et surtout pour les retraités, ce serait encore mieux. Deuxième, si vous voulez, action, c'est celle qui affecte les mines de Gardanne. Les mines de Gardanne, dans lesquelles la CGTU vient de s'imposer aux élections professionnelles de 1935.
c'est pas rien hein, dans les mines. Et on organise une marche de la faim. Une première grande marche de la faim hein, de France, le 23 mars 1935. Hein, et on va donc partir de la mine, des mines. On va aller quand même en train jusqu'au Bagne, parce que Marseille, Gardanne au Bagne, ça fait quand même du chemin. Et là, on va donc cheminer vers Marseille, 3000 personnes. C'est bien quand même, hein, 3000 personnes, avec tous les militants de la CGT et de la CGTU, avec les élus socialistes et du lieu. Et surtout, si vous voulez, lorsqu'ils arrivent à Marseille, les mineurs vont voter une motion qui demande, si vous voulez, la réunion dans une seule union départementale des confédérés et des unitaires. Donc, si vous voulez, hein, il y a bien convergence au niveau des entreprises parce qu'il y a des actions qui correspondent, si vous voulez, un peu à la nécessité du temps. Et troisième action, c'est celle qui va concerner le personnel de la manutention portuaire, le port. C'est Marseille, le port, c'est important, surtout à l'époque. Hein. Il n'y a pas 200 dockers à l'époque, comme maintenant il y a 300 dockers. Hein, à l'époque, il y a 6 000, 7 000 dockers. Hein. Et là aussi, hein, réaction contre la politique des écoliers, qui vont diminuer les salaires. Nous sommes en décembre 1935, et il y a grève, conduite par la CGTU, avec Victor Gagnère, hein, et qui va, si vous voulez, les gens de la CGTU vont être les plus actifs, et ils vont surtout écarter 2 anciens responsables sabialistes, nazis et Savaldini. Ils vont mettre en place les piquets de grève, donc ils vont appeler à la rescousse, bien sûr, les collègues, entre guillemets, de Port-de-Bouc, parce qu'à Port-de-Bouc, de Port-Salut, bien sûr. Alors, on refait, si vous voulez, au moins, ce qui est une aberration, hein, le port de Marseille, c'est pas seulement Marseille, hein, il faut aller jusqu'au Rhône. Et, eh bien, l'issue est favorable. Ils vont obtenir, si vous voulez, hein, la fin des réductions de salaire. Et surtout, Gagnère devient le premier secrétaire général du syndicat CGT du port. Et donc, là, au niveau portuaire, on a une radicalisation des structures politiques, enfin syndicales, et je dirais que le port va rester pendant longtemps, c'est sûrement un peu moins vrai maintenant, mais un modèle pour l'ensemble des salariés de l'ensemble du département. Donc, en conclusion, si vous voulez, hein, j'ai insisté sur ces mouvements parce que je pense que ce sont les dynamismes des mouvements sociaux à l'intérieur des entreprises qui vont pousser, d'une part, à la réunification des syndicats. C'est vrai que l'émiettement syndical, on sait très bien que c'est difficile, et on le voit bien maintenant, hein, de s'accorder. Bon. Et surtout, hein, derrière, ce je trouve bien qu'il faut faire attention, derrière ces luttes revendicatives, il y a toujours une lutte contre le fascisme ambiant. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qui, vous avez sûrement parlé tout à l'heure, j'en sais rien, lorsqu'on regarde les conflits, par exemple, qui ont lieu à Marseille contre le gouvernement de Vichy, parce qu'il n'y a pas d'occupation. C'est vrai que lorsqu'on regarde les tracts, il faudra mettre un certain temps pour voir, si vous voulez, des appels véritablement à ce qu'on a appelé après la résistance. Mais dans l'esprit, lorsqu'on discute avec les gens qui ont animé, cette période, eh bien, pour eux, lutter contre Vichy, lutter pour des revendications, si vous voulez, salariales, ce qu'on appellerait économiques, etc., c'est au-delà lutter contre la politique imposée par le fascisme. Voilà. Je vous remercie. Les Espagnols, les Italiennes, non.